Au 30e anniversaire de mes parents, maman a plaisanté en disant que ma sœur était amoureuse de mon mari, puis sa seule phrase a révélé sa liaison. La phrase qui a mis fin au mariage de mes parents contenait 11 mots. Mon mari les a prononcés doucement, sans élever la voix, sans rompre le contact visuel avec ma mère. Juste 11 mots lâchés dans une pièce remplie de flûtes à champagne, de centres de table et de 30 années de mensonges soigneusement pratiqués. 11 mots. Et j'ai regardé le visage de mon père changer en temps réel. J'ai revécu ce moment des centaines de fois depuis. La façon dont les conversations à proximité se sont dissoutes en un bruit de fond. La façon dont la main de ma tante est allée à sa bouche. La façon dont ma mère a arrêté de respirer. Pas un hoquet, pas un bégaiement, juste un arrêt, comme si quelqu'un avait arraché le cordon d'alimentation de sa poitrine. Je n'étais pas censé être là. Nous n'étions pas censés être là. Ethan et moi avions convenu des mois plus tôt que nous en avions fini avec tout ce cirque. Fini avec les dîners qui me laissaient toujours un sentiment de vide. Fini avec les appels téléphoniques que je redoutais de prendre. Fini avec les petites piques chirurgicales et prudentes de ma mère déguisées en blague. Mais mon père avait appelé, juste mon père, ce qui était inhabituel. Il avait demandé de cette voix fatiguée et basse si nous viendrions. Juste cette fois, 30 ans, avait-il dit. Il voulait toute sa famille présente. J'aurais dû dire non. J'aurais dû faire confiance à ce que 6 ans de preuve m'avaient déjà appris. Je ne l'ai pas fait. Vous devez comprendre quelque chose à propos de ma famille avant que j'explique ce qui s'est passé à cette fête. Nous semblions normaux. C'est le propre des familles comme la mienne. Elles sont expertes pour paraître normales. Le genre de normalité des cartes de Noël. Le genre de normalité des dîners entre amis. Le genre de normalité qui fait dire à vos amis que votre mère est si amusante pendant que vous vous tenez à côté d'elle, souriant et mourant doucement à l'intérieur. Mes parents, Tom et Diane Mercer, avaient construit une vie qui, de l'extérieur, ressemblait à une réussite. Papa possédait une entreprise HBS de taille moyenne dans la banlieue de Cincinnati. Maman faisait du bénévolat, rejoignait les bons comités, allait au bon déjeuner. Leur maison avait une allée circulaire, une véranda et une de ses cuisines avec un îlot en marbre où les gens se rassemblent lors des fêtes. Ma sœur Alée avait 4 ans de moins que moi, et dès son arrivée, elle a été différente. Plus bruyante, plus électrique, le genre d'enfant qui remplissait une pièce sans effort. Je ne dis pas cela avec amertume. C'était simplement vrai, comme le sont certaines personnes. Maman l'a remarqué immédiatement et a commis l'erreur parentale classique de l'encourager. J'étais la personne fiable. Bonne note, ami tranquille, le genre d'enfant qui rangeait sans qu'on le lui demande. Maman m'appelait sa petite aide. Elle ne le disait pas comme une insulte. C'était le pire. En grandissant, les comparaisons étaient constantes mais subtiles. Alée était aventureuse, ce qui signifiait que j'étais timide. Alée était spontanée, ce qui signifiait que j'étais ennuyeuse. Alée était magnétique, ce qui signifiait que j'étais quoi? L'arrière-plan, le personnage secondaire dans ma propre famille. J'ai appris à prendre moins de place. C'était la leçon que mon enfance m'a apprise, me faire petite, m'adapter, maintenir la paix. Puis Alée a eu 17 ans et tout s'est réorganisé autour de sa survie. Elle luttait contre un trouble de l'alimentation depuis près de 2 ans avant que quiconque ne l'admette à voix haute. Quand elle s'est finalement effondrée à l'école, vraiment effondrée, ambulance, urgence, toute la séquence terrifiante, notre famille s'est fracturée d'une manière spécifique. La crise est devenue l'architecture de tout ce qui a suivi. Chaque conflit devait être mesuré par rapport à elle. Chaque vérité devait être pesée. Alée pourrait-elle supporter cela? C'est devenu la question directrice, et ma mère était celle qui contrôlait la réponse. Pendant des années après le rétablissement d'Alée, un rétablissement authentique, elle avait fait un vrai travail en thérapie et était en bonne santé. Ma mère utilisait toujours la crise comme un outil de gestion. Toute opposition au comportement d'Alée passait par le même calcul. Ne la bouscule pas, Claire. Souviens-toi de ce qu'elle a traversé. Comme si ce que Alée avait traversé était une exemption permanente de toute responsabilité. Alée était assez intelligente pour l'utiliser. Je dis cela sans plaisir. J'ai passé beaucoup de temps à ne pas vouloir le voir, car le voir signifiait accepter que ma sœur avait fait un choix. Il est plus facile de croire que les gens sont simplement brisés que de croire qu'ils ont appris exactement comment utiliser leur fragilité comme une arme.
J'ai rencontré Ethan à 26 ans lors d'une conférence de travail à Columbus à laquelle je n'ai failli pas assister. Il faisait une présentation sur la logistique de la chaîne d'approvisionnement et j'étais là pour une table ronde sur la gestion des opérations, et nous avons fini par nous disputer professionnellement et joyeusement pendant 45 minutes autour d'un café d'hôtel sur les modèles de prévision. Il a appelé cela la meilleure dispute qu'il ait jamais gagnée. J'ai souligné que c'était moi qui l'avais gagnée. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Dès le début, ma mère l'aimait d'une manière spécifique que je ne pouvais pas tout à fait nommer, la façon dont on aime quelque chose auquel on veut avoir accès. Elle l'appelait séparément quand elle savait que j'étais occupé. Elle trouvait des excuses pour s'asseoir à côté de lui au dîner. De petites choses, le genre de choses que l'on peut individuellement justifier. Le jour de notre mariage, j'étais dans la suite nuptiale en train d'ajuster mon voile quand ma demoiselle d'honneur, Trish, est entrée avec une expression que je n'ai comprise que des années plus tard. Elle a dit avec précaution que ma mère parlait à Ethan, depuis un moment, devant la chapelle. J'ai dit que ce n'était pas grave. Elle semblait, je ne sais pas, intense. J'ai classé l'information. C'était le jour de mon mariage. J'avais 1000 choses à gérer. J'ai classé l'information, j'ai descendu l'allée, j'ai épousé l'homme que j'aimais et j'ai essayé de croire que le malaise que je ressentais n'était que de la nervosité. Ce n'est que lorsqu'Ethan me l'a dit, 3 ans après notre mariage, lors d'une conversation sur la raison pour laquelle il préférait que nous limitions les visites à mes parents, que j'ai appris ce que ma mère lui avait dit devant cette chapelle. Elle lui avait demandé s'il était sûr, non pas comme une future belle-mère aimante s'enquiert d'un marié nerveux, mais de manière spécifique, délibérée. Elle lui a demandé s'il était sûr que c'était ce qu'il voulait, ajoutant que Claire avait toujours été la personne pratique, pas la personne excitante. Il l'avait regardé un long moment, m'a-t-il dit. Et puis il avait répondu qu'il en était absolument sûr. Et puis il était entré et m'avait épousé. Il ne me l'avait jamais dit parce qu'il savait que cela me blesserait plus que cela ne m'aiderait. C'est le genre d'homme qu'il est. Il garde une information jusqu'à ce qu'il comprenne quoi en faire. J'ai appris de lui, lentement, mais j'ai appris. Le comportement d'aller envers Ethan a commencé presque immédiatement. Nous pensions tous que c'était juste sa personnalité, expansive, enjôleuse, sans limite avec tout le monde. Elle avait toujours été physique dans sa communication, étreinte, attouchement, proximité. La première fois que je l'ai remarqué spécifiquement, c'était à Thanksgiving, 2 ans après le mariage. Elle racontait une histoire sur un voyage qu'elle avait fait, et elle a tendu la main en milieu de phrase et a posé sa main sur la poitrine d'Ethan, juste là, comme si c'était naturel, comme si elle l'avait fait 100 fois. Ethan a reculé presque imperceptiblement. J'ai été la seule à le voir. Je me suis dit que ce n'était rien. Les textos ont commencé au printemps suivant. Je l'ai découvert presque par accident. Le téléphone d'Ethan était sur le comptoir, et un message d'Alay est arrivé pendant qu'il était sous la douche. Il n'avait rien à cacher. L'écran s'est juste allumé alors que j'étais là. Le message disait, c'est elle seulement la chance qu'elle a. Je l'ai fixé pendant un long moment, mes mains sont devenues froides. Pas tremblantes, juste froides, comme elles le deviennent quand mon corps traite quelque chose avant que mon cerveau ne comprenne. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai reposé le téléphone, je suis resté très immobile dans ma propre cuisine et je me suis dit qu'il y avait probablement un contexte qui m'échappait. Quand Ethan est entré, je le lui ai montré. Il l'a regardé comme on regarde quelque chose que l'on surveille du coin de l'œil et que l'on décide finalement de confronter. Il y en a d'autres, a-t-il dit. Il m'a montré le fil de discussion. Pas des centaines de messages, elle n'était pas stupide, mais une collection prudente et stratégique. Des choses qu'elle disait à 1h du matin, comme je ne pense pas qu'elle te comprenne vraiment, j'ai l'impression qu'on se comprend d'une manière qu'elle ne comprend pas et je me demande parfois ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. Un message envoyé à minuit 47 un mardi disait « Tu mérites quelqu'un qui te voit. Qui te voit vraiment. » Il n'avait jamais répondu à aucun d'eux. Pas une seule fois. Il avait tout capturé, horodaté, sauvegardé dans un dossier sur son téléphone portant le nom de ma sœur. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait rien dit. Il a répondu que c'était parce qu'il ne voulait pas que je me sente obligé de choisir entre lui et elle, et parce qu'il n'était pas sûr que je le croirais. Cette dernière partie m'a frappé plus durement que tout ce que Alay lui avait jamais envoyé. J'ai confronté ma mère à ce sujet à l'époque. C'était ma première erreur, aller voir ma mère au lieu d'aller directement voir Alay. Mais Alay traversait une période difficile,
luttant avec certaines choses en thérapie. Et je pensais sincèrement, que ma mère serait le pont. Elle s'était toujours positionnée comme le pont. Ma mère a dit, avec cette inflexion particulière qui précédait toujours quelque chose de conçu pour paraître gentil mais qui ne l'était pas, oh, Claire, elle traverse juste une phase. Elle ne le pense pas. Elle admire Ethan. J'ai demandé, elle l'admire à 1h du matin. Elle a répondu, tu prends les choses trop au pied de la lettre. Ça a toujours été ton problème. Tu sais, tu es si littéral. Et voilà. Le pivot. Chaque vraie conversation avec ma mère atteignait finalement ce pivot, le moment où mon inquiétude devenait la preuve de mon échec. J'étais trop sérieuse, trop sensible, trop quelque chose. Ce que je ressentais était toujours gentiment recadré comme un défaut de caractère. J'ai insisté, maman, elle a dit qu'elle se demandait ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. Ce n'est pas de l'admiration. Ma mère a dit, elle a le sens du drame. Elle l'a toujours eu. Ça ne veut rien dire. J'ai répondu, ça veut dire quelque chose pour moi. Ma mère a soupiré, le soupir patient de quelqu'un qui gère un enfant difficile. Que voudrais-tu que je fasse, Claire? L'appeler et lui dire qu'elle ne peut pas admirer son beau-frère? Elle serait dévastée. Tu sais comment elle est. Oui, je savais exactement comment elle était. C'était tout le problème. Je suis rentré chez moi avec les captures d'écran et le même sentiment que j'avais eu toute mon enfance, comme si je me tenais dans une pièce pleine de gens me disant que le plafond n'était pas en feu alors que de la fumée s'échappait des conduits de ventilation. Pendant les 2 années qui ont suivi, Ethan et moi avons créé de la distance. Pas une rupture spectaculaire, juste un retrait lent et délibéré. Moins de visites, des appels plus courts, polis mais protégés. Et puis mon père a appelé. Il semblait différent au téléphone, plus âgé en quelque sorte. Il a dit qu'il voulait la famille réunie. Il a dit que 30 ans valait la peine d'être célébrés. Il m'a demandé si je viendrais. J'ai demandé à Ethan. Il a dit que ma mère n'avait jamais pu résister à un public. Il l'a dit sans jugement, juste comme un fait, comme on annonce la météo. J'ai dit que je savais. Il a alors proposé que nous y allions en sachant cela, que nous ne resterions pas plus de 2 heures et que nous partirions au premier signe de quoi que ce soit. Nous étions d'accord. Nous y sommes allés. La fête avait lieu chez Carmines, un espace événementiel privé à Hyde Park avec des briques apparentes, un éclairage doux et le genre d'arrangements floraux qui annonce une occasion importante. Environ 40 invités, les amis les plus proches de mes parents, quelques membres de la famille élargie, quelques voisins. Ma mère portait une robe de couleur crème et un sourire que j'ai immédiatement reconnu comme son sourire de public, celui calibré pour les salles, pas pour les gens. Pendant la première heure, tout allait bien. Trop bien. Le genre de bien-être qui vibre de quelque chose de sous-jacent, comme l'air avant un orage que l'on ne voit pas encore. Je l'ai senti dès notre arrivée. Ma sœur était déjà là, près du bar dans une robe rouge, et ses yeux ont trouvé Ethan avant de me trouver. Juste une seconde, juste assez longtemps. J'ai gardé cela pour moi. Ethan a posé sa main sur mon dos quand nous nous sommes assis. J'ai senti sa chaleur et j'ai respiré. Le dîner était bon. Les discours étaient touchants. Mon père avait l'air heureux. Sincèrement, simplement heureux. Et pendant un moment, j'ai pensé que j'avais peut-être eu tort de me préparer si durement. Ma tante Linda a interrogé Alec sur sa vie amoureuse. C'était le genre de questions que les tantes posent lors des fêtes de famille, parfaitement innocentes. Alec a ri pour éluder la question. Et puis ma mère s'est penchée en avant avec sa coupe de champagne et son sourire de public et a dit ce qu'elle a dit. J'ai essayé de me souvenir par la suite du son exact de ces mots sortant de sa bouche. Elle les a fait paraître enjoués. Elle les a fait paraître comme un petit secret amusant qu'elle partageait généreusement. Elle les a fait paraître comme le genre d'anecdote familiale inoffensive qui fait rire tout le monde et que personne ne prend vraiment au sérieux. Elle a dit, Alec n'a peut-être pas de petite amie, mais elle a un béguin depuis des années. Le mari de sa sœur. Elle a ri. N'est-ce pas terrible? La table a ri parce qu'il ne savait pas comment ne pas le faire. Ma tante a essayé de changer de sujet. Elle a dit quelque chose sur le fait qu'Ethan pourrait avoir un frère pour Alec. Et Alec a levé les yeux à travers ses cils avec ce sourire prudent et pratiqué et a dit, « Je ne pense pas que quiconque dans sa famille pourrait se comparer. » C'était le moment. Pas les textos,
pas Thanksgiving, pas la conversation du jour du mariage. Ce moment, devant 40 personnes, avec du champagne et des fleurs d'anniversaire sur la table. Ma sœur a dit à voix haute ce qu'elle avait toujours dit de toutes les autres manières sauf à voix haute. Et ma mère a ri. Je me suis levé. Ma chaise a raclé le sol en marbre et 2 tables voisines se sont tues. J'ai demandé, comment osez-vous? Le sourire de ma mère s'est figé avec précision, comme les choses chères se brisent d'un seul coup, complètement. Elle a dit, Claire, comment oses-tu t'asseoir à ton propre dîner d'anniversaire et faire de mon mariage une blague pour la salle? Le visage d'Alès s'est vidé de son sang. C'était juste. J'ai continué, tu as envoyé un texto à mon mari à 1 h du matin pour lui dire que je ne le comprenais pas. Je ne criais pas. C'était quelque chose de pire que de crier. J'étais clair. Tu as touché sa poitrine à Thanksgiving. Tu lui as demandé s'il s'était déjà demandé à quoi ressemblerait la vie avec quelqu'un de plus excitant. Ma tante a émis un son. Plusieurs autres personnes sont devenues très immobiles. Ethan s'est levé à côté de moi. Pas devant moi, à côté de moi. C'est le détail que je n'oublierai jamais. Ma mère a sifflé, tu fais une scène. J'ai répondu, c'est vous qui avez fait la scène. Je refuse juste de mourir en silence dedans. Mon père a frappé la table de la paume de sa main. Asseyez-vous, toutes les deux. J'ai dit, je me suis assise pendant 34 ans. Je l'ai regardé, mon père, que j'aimais, que j'avais toujours voulu protéger. Je me suis assise quand tu as laissé aller utiliser sa douleur pour gérer toute cette famille. Je me suis assise quand maman a demandé à Ethan le jour de notre mariage s'il était sûr de vouloir m'épouser. La température de la pièce a chuté. Papa a regardé maman juste brièvement, juste 1 seconde. J'ai fini de m'asseoir. Alès s'est levé d'un bond, et sa coupe de champagne s'est renversée et s'est répandue sur la nappe blanche comme quelque chose qui éclot. Tu te crois si parfaite, dit-elle, la voix tremblante. Tu as toujours pensé que tu étais meilleure que moi. Non, Alès. Je pense que je suis mariée, et je pense que tu as 30 ans, assez vieille pour arrêter de traiter mon mari comme quelque chose que notre mère a oublié de te donner. Elle a alors regardé Ethan, directement, complètement, avec le genre de désespoir qui dépouille une personne de tout et la laisse nue devant une salle pleine de témoins. Je t'aimais, dit-elle. Je t'aimais avant même qu'elle ne te mérite. Silence. Pas le genre poli, le genre sans air, où tout le monde comprend que quelque chose a changé de façon permanente et personne ne sait comment se comporter à l'intérieur. Non, dis-je. Tu ne l'aimais pas. Tu as construit un fantasme parce que cette famille t'a appris que vouloir quelque chose revenait à y avoir droit. Ma mère était sur pied. N'ose pas lui parler de cette façon. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle a traversé. Je sais exactement ce qu'elle a traversé, dis-je. Et je sais aussi ce qu'elle a fait subir aux autres. Ce n'est pas mutuellement exclusif, maman. Elle peut avoir survécu à quelque chose et avoir quand même causé du tort. Elle peut s'être rétablie et avoir quand même passé 6 ans à essayer de démanteler mon mariage. Ma mère a dit qu'elle était fragile. Et le mot est sorti automatiquement, le même mot qu'elle utilisait depuis 15 ans, le même mot qui avait toujours mis fin aux conversations. Elle n'est pas fragile, dis-je. Elle est dangereuse. Et toi aussi. Ce mot, dangereuse, a eu un effet sur la pièce. Quelques personnes ont bougé. Quelqu'un a posé son verre. Alès s'est mise à pleurer. De grosses larmes, immédiates, pratiquées, le genre qu'elle avait appris jeune, celle qui poussait toujours les gens à la réconforter et à s'éloigner de moi. Ma mère s'est penchée en avant. Voilà exactement pourquoi nous ne la provoquons pas, Claire. C'est. Et puis Ethan a parlé. Il était resté silencieux pendant les 4 dernières minutes, debout à côté de moi, stable et immobile. Il a regardé ma mère comme on regarde quelque chose pour lequel on a été patient pendant très longtemps. Diane, dit-il, juste son nom. Juste son nom avec cette voix, et la pièce est redevenue silencieuse. Vous semblez très à l'aise pour plaisanter sur des béguins inappropriés. Il a fait une pause. Alors dites-moi quelque chose. La pause qu'il a laissée s'installer après cela a été les quelques secondes les plus longues de ma vie. Est-ce que Greg Lawson n'était qu'un béguin inoffensif, aussi? Ma mère a arrêté de respirer. La table a cessé de bouger. Le bruit ambiant de la pièce, les verres, la musique venant de près du bar, le faible bourdonnement des conversations voisines,
tout cela semblait s'estomper. Mon père a tourné la tête lentement, complètement. Il s'est tourné et a regardé ma mère. 30 ans de mariage condensés en un seul regard. De quoi parle-t-il, a dit mon père. Greg Lawson. Je n'avais pas entendu ce nom depuis des années. Il avait été un voisin pendant une courte période quand j'étais au lycée, le genre d'homme qui jouait au golf le samedi, avait un rire bruyant et portait la bonne montre. Lui et ma mère avaient fait partie du même comité d'association de quartier. Ils avaient organisé une fête de quartier ensemble un été. Il avait déménagé quand j'avais 16 ou 17 ans. Je n'avais jamais pensé à lui. Ethan, si. Il m'a raconté plus tard cette nuit-là, assis dans notre voiture dans notre propre allée, incapable d'entrer encore, comment il l'avait découvert. C'était il y a 2 ans, lors d'une conversation avec mon oncle Paul lors d'un barbecue familial. Mon oncle avait bu trop de bière et avait dit quelque chose en passant, quelque chose qu'il supposait clairement qu'Ethan savait déjà, quelque chose sur ma mère et Greg et l'été où mon père avait prolongé un voyage d'affaires. Ethan avait écouté, il n'avait pas réagi, et il était rentré chez lui et avait cherché Greg Lawson. Greg Lawson, qui était marié quand il vivait dans notre quartier. Greg Lawson, qui avait déménagé assez soudainement à Phoenix à l'automne 2008. Greg Lawson, qui avait divorcé de sa femme l'année suivante. Ethan ne me l'avait pas dit. Il m'a dit cette nuit-là dans l'allée qu'il avait attendu. Pas pour se venger, a-t-il dit. Pour le bon moment, si un moment se présentait un jour. Pour le moment où ma mère escaladerait à un point où j'aurais besoin d'un soutien qu'elle ne pourrait ni rejeter ni recadrer. Je ne voulais pas mettre ça entre tes mains, a-t-il dit. Je ne voulais pas que tu portes ça. Je n'ai pas su quoi en penser pendant longtemps. Je ne le sais toujours pas entièrement. À table, dans le silence qui a suivi sa question, ma mère a retrouvé son sang-froid. Il faut comprendre à quel point elle était douée pour cela, combien d'années elle avait passé à maîtriser le sang-froid. Cela n'a pris que quelques secondes. Je n'ai aucune idée de ce que vous insinuez, dit-elle doucement, avec une dignité précise. Mon père la regardait toujours. Ethan, dit-elle. Je ne sais pas où vous avez entendu ce que vous avez entendu, mais ce n'est pas le. Papa m'a posé une question, a dit Ethan. Il ne regardait plus ma mère. Il regardait mon père. Je pense que vous devriez le laisser la poser à nouveau. Mon père la posa à nouveau. Pas fort, très doucement, en fait, d'une manière qui était en quelque sorte pire que de crier. Diane, de quoi parle-t-il? Ma mère a regardé son mari, puis la salle, puis ses mains, et c'était la réponse. Pas des mots, leur absence, les 2 secondes où elle aurait pu en rire, le nier de manière convaincante, produire la bonne réponse, et ne l'a pas fait, ne le pouvait pas. Après 30 ans de sang-froid, son sang-froid a choisi cette nuit-là de lui faire défaut. Mon père s'est levé de table. Il n'a pas fait de discours. Il n'a pas pleuré. Il a pris sa veste du dossier de sa chaise, l'a pliée sur son bras, a regardé ma mère une dernière fois et s'est dirigé vers la sortie. Ma tante Linda a prononcé son nom. Il ne s'est pas arrêté. La salle s'est fracturée en petites conversations après cela, le chaos poli de gens essayant de traiter quelque chose qu'ils n'étaient pas équipés pour traiter en public. Alé avait cessé de pleurer. Elle était assise très immobile avec une expression vide, le fantasme qu'elle entretenait depuis 6 ans entrant soudain en compétition avec une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Ma mère était assise sur sa chaise et regardait le centre de table. Je suis resté là un moment et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste de la fatigue. La longue et compliquée fatigue de quelqu'un qui est sur ses gardes depuis très longtemps et qui est seulement maintenant enfin autorisé à s'arrêter. Ethan m'a pris la main. Nous avons trouvé mon père dehors, assis sur un banc près du service de voiturier, tenant toujours sa veste. Il avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Il ressemblait à quelqu'un à qui on venait de donner une information qui réécrivait toute sa carte interne des 30 dernières années. Je me suis assise à côté de lui. Nous n'avons pas parlé pendant un long moment. J'aurais dû mieux te protéger, a-t-il finalement dit. Il ne parlait pas de la fête. Papa, de tout ça, la façon dont elle. La façon dont les choses étaient. Je l'ai vu. Je ne voulais pas le voir, mais je l'ai vu. J'ai pris sa main. Sa main était froide à cause de l'air nocturne. Nous avons le temps, dis-je. Il a hoché la tête lentement.
Je ne sais pas s'il me croyait. Je n'étais pas sûr de me croire non plus, mais cela semblait être la bonne chose à offrir. Dans les semaines qui ont suivi, l'architecture de ce qui s'était passé est devenue plus claire. Mon père a emménagé dans la chambre d'amis de sa propre maison pendant 3 semaines, puis a pris un appartement de l'autre côté de la ville, à l'est de Cincinnati, un 3 pièces au 4e étage avec vue sur un parc qui, selon lui, ne lui rappelait rien de particulier, ce qui semblait être le but. Il a engagé un avocat spécialisé en divorce, Marcus Webb de Webb & Associates, un homme que j'ai rencontré une fois dans une salle de conférence d'un immeuble du centre-ville et que j'ai trouvé calme, méticuleux et totalement dépourvu de théâtralité. Il avait la poignée de main de quelqu'un qui avait tout entendu et n'avait été surpris par rien, ce dont mon père avait besoin. Mon père ne voulait pas de drame. Il avait eu assez de drame pour toute une vie. Le divorce a progressé sans l'hostilité à laquelle je m'étais préparé. Ma mère, il s'est avéré, n'a pas beaucoup lutté. Je pense qu'elle a compris à un certain niveau que le coût de la lutte serait l'exposition. Que toute procédure contestée pourrait faire remonter des choses qu'elle préférait garder classées. Alors, elle a été coopérative, un mot qui a des significations très différentes selon les contextes. Dans ce contexte, cela signifiait qu'elle acceptait les conditions proposées par l'avocat de mon père avec des contre-offres minimes et a signé les papiers en février. Je l'ai vue une fois entre la fête et la signature. Elle sortait de l'épicerie près de chez elle et je passais en voiture, et nos regards se sont croisés à travers mon pare-brise pendant une seconde. Elle portait un seul sac en papier. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. J'ai continué ma route. Ma mère m'a appelé 2 fois au cours de ces mois. La première fois, elle a essayé de tout recadrer. Elle était remarquablement calme, en fait, de la manière dont elle l'a toujours été lorsqu'elle réemballait quelque chose. Elle a dit que mon père avait sorti les choses de leur contexte. Elle a dit qu'Ethan avait insinué des choses qu'il ne pouvait pas prouver. Elle a dit que la fête était devenue un spectacle qu'aucun d'eux n'avait voulu et qu'elle espérait que nous pourrions tous trouver un moyen de passer à autre chose. Je lui ai demandé si elle avait quelque chose à dire sur ce qu'elle avait fait. La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Je pense, dit-elle finalement, de la voix prudente d'une femme qui a passé sa vie à choisir ses mots, que j'ai fait des erreurs comme tout le monde, mais je ne pense pas que ce soit la bonne façon de les traiter. Le deuxième appel était pour s'excuser. Pas pour les choses qu'elle avait faites, mais pour m'avoir contrarié. Il y a un type spécifique d'excuse qui n'est en réalité qu'une demande pour que l'on cesse d'être contrarié, et j'avais eu 34 ans de pratique pour le reconnaître. L'indice est la préposition. S'excuser pour quelque chose est une prise de responsabilité. S'excuser que quelque chose vous soit arrivé est de la performance. Je n'ai pas répondu au 3e appel. Elle m'a envoyé un texto environ 6 semaines après la fête. Le message était long, 4 paragraphes, et commençait par le mot évidemment, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le fait qu'elle ait réellement traité quoi que ce soit. Le ton était blessé de la manière que je reconnaissais de toute notre vie ensemble, la blessure positionnée en premier pour que tout ce qui suivait s'inscrive dans le cadre de sa douleur plutôt que dans le cadre de ce qu'elle avait réellement fait. Je l'ai lu 2 fois. J'ai pensé à ce que je devrais devenir pour y répondre de manière productive à ce moment-là. J'ai posé mon téléphone et je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être quand assez de temps aura passé pour que la conversation puisse avoir lieu sans le poids de la fête sous chaque mot. Sa thérapeute, elle voit quelqu'un depuis des années, une femme nommée Dr Ranata Solas qui se spécialise dans les systèmes familiaux, quelqu'un que elle a elle-même trouvé et choisi, ce qui est important. Sa thérapeute a apparemment contacté la mienne par les voies appropriées pour demander si j'envisagerais une séance facilitée plus tard. Ma thérapeute, Sandra Park, l'a mentionné à la fin d'une séance et a dit que c'était entièrement mon choix. J'ai dit à Sandra que j'y réfléchirais. C'est là que ça en est. Ou peut-être que la porte s'est simplement fermée. J'apprends à considérer cela comme une possibilité légitime, que certaines portes, quand elles se ferment pour des raisons qui ne nécessitent pas un examen plus approfondi. Ce que je sais maintenant que je ne savais pas assez clairement avant, ma mère a passé 30 ans à gérer une famille comme un metteur en scène gère une production. Elle a organisé le récit. Elle a attribué les rôles. Elle contrôlait qui le public voyait comme sympathique et qui il était censé rejeter. J'étais toujours en arrière-plan parce que l'arrière-plan est l'endroit où les metteurs en scène placent les gens qu'ils ne veulent pas voir concurrencer l'histoire principale. Elle avait nourri l'obsession d'aller pour Ethan. Pas délibérément, peut-être,
mais avec la même négligence désinvolte avec laquelle elle avait causé la plupart des dommages dans sa vie. Un commentaire en passant, un rire au mauvais moment, 30 ans à dire à aller que vouloir des choses lui donnait droit à des choses, et à me dire que mon inconfort était un manque d'imagination. Ce que je sais de ma sœur est plus compliqué. Elle avait causé de réels dommages. Les textos étaient réels. Le comportement était réel. Les mots à table étaient réels. Rien de tout cela ne cesse d'être vrai parce qu'elle avait aussi sincèrement survécu à quelque chose de difficile à 17 ans. Les gens contiennent les deux. Je travaille à apprendre à tenir cela sans utiliser l'un pour annuler l'autre. Ce que je sais de mon père, c'est qu'il est une personne plus calme et plus simple que la situation ne l'a laissé paraître, qu'il méritait mieux, et que 30 ans, c'est long pour porter quelque chose que l'on n'était pas sûr d'avoir le droit de nommer. Il m'appelle le dimanche maintenant. Parfois nous parlons pendant 1 heure, parfois 15 minutes. Il s'est remis à la menuiserie, quelque chose qu'il avait abandonné il y a des décennies. Il a apporté une petite boîte qu'il avait fabriquée chez nous pour mon anniversaire. Elle est sur mon bureau en ce moment. Ce que je sais d'Ethan, c'est ceci, il a gardé une information pendant 2 ans parce qu'il me faisait confiance pour trouver mon propre chemin à travers les moments difficiles d'abord. Et il a gardé le soutien prêt pour le moment où j'en aurais besoin sans savoir à l'avance si ce moment viendrait un jour. Je n'ai jamais été aussi certaine d'avoir épousé la bonne personne. Les gens me demandent parfois, des amis qui connaissent les grandes lignes, si je regrette d'être allé à la fête. C'est une question raisonnable. Les retombées ont été énormes. Le mariage de mes parents a pris fin. Ma relation avec ma mère est, pour l'instant, terminée. Ma relation avec ma sœur est, pour l'instant, suspendue dans une sorte d'attente. Mais voici ce que je sais, rien de ce qui s'est passé chez Carmines un samedi soir d'octobre n'a commencé là. Cela se construisait depuis des décennies. La fête n'était que la pièce où cela est finalement devenu visible pour tout le monde en même temps. Certains incendies brûlent silencieusement pendant des années. Ils détruisent des structures que vous ne saviez pas compromises jusqu'à ce que les murs tombent. Je n'ai pas allumé cet incendie. J'ai juste arrêté de prétendre que je ne sentais pas la fumée. Mon père a finalisé le divorce en février. Le matin où les papiers ont été signés, il m'a appelé. Il semblait fatigué, comme les gens le sont quand quelque chose d'énorme et de longtemps attendu est enfin terminé. Pas heureux, exactement. Plus léger. Tu sais ce qui est étrange, a-t-il dit. Quoi? Je crois que je le savais depuis longtemps, à un certain niveau. Et je continuais. Je continuais à ne pas le savoir. Est-ce que ça a du sens? Oui, ai-je dit. Je ne sais pas si je dois m'en vouloir comme ça. Je connais ce sentiment, ai-je dit. Il est resté silencieux un moment. Cette boîte que je t'ai faite, a-t-il dit. Je veux te faire quelque chose de plus grand. Un coffre, peut-être. Quelque chose que tu pourrais vraiment utiliser. Je lui ai dit que j'adorerais ça. Bien, a-t-il dit. Et puis après une pause, je suis content que tu sois allé à cette fête, Claire. J'ai tenu le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre sans rien voir de particulier. Oui, ai-je dit.